Je vous renvoie vers une merveilleuse association qui s'appelle Périnée Bien-Aimée. Vous pourrez les trouver sur Internet. L'association. Pas commencer. Ah, si. Micro. Hello, everyone, and welcome to the European Forum on Digi-Physical Care. This conference will take place in two webinars from 12:30 to 2 p.m. and from 2:30 to 4 p.m. Before allowing Dr. Kalle Connery-Lundgren to introduce, Paul will guide you through a few technical adjustments so that you can enjoy the conference in English and in French. Paul. Bonjour à tous. Donc, cette première table ronde sera en français. Je vais commencer par les explications techniques en anglais, puis je reviens vers les francophones juste après. Hello everyone. So, this first roundtable will be held in French. If you want to hear it in English, you normally had a little pop-up at the beginning of the meeting. In case you did not get that pop-up, you can go on the top of the screen on the three dots, click on them, and then go on languages and voice and choose translation and select English so that you will hear this roundtable in English. Pour les francophones, donc cette première table ronde sera en français, mais il y a une deuxième table ronde ensuite qui sera, elle, en anglais. Vous pouvez aller dans les réglages de Teams. En haut, à droite, vous avez 3 petits points pour ensuite aller dans langue et voix, cliquer sur langage d'interprétation et sélectionner français. Comme ça, vous aurez les deux tables rondes en français, ce qui vous permettra de mieux comprendre si jamais vous ne parlez pas très bien anglais. Okay, so now I'll leave the floor to Kalle for the introduction of the day. So he will speak in English. For the French, you have the translation that is available. And then we'll come back to this roundtable and we will be speaking in French. Kalle, the floor is yours. Thank you. It's an honor to welcome you all to the first European Conference for Digi-Physical Care. In Europe, as of today, we are facing a situation where healthcare is not working as well as it should. For the patients that actually get an appointment and come to see their doctor, healthcare is good in Europe. But for very many patients living far away from a unit of care, being perhaps not very adept to physical or to digital manners of seeking care, or living in parts of a country where healthcare is not fully functional, healthcare is starting to break. We are spending more and more of our taxpayers' money in all of these countries, but more and more patients are not having the access to care or the treatments that they need. Cri, or Livy as we are called in UK and France, is today the largest and perhaps the only truly digiphysical healthcare company that works across Europe. We believe that we have no chance of improving healthcare if not the clinicians in Europe take a forefront. If not our doctors and nurses, physiotherapists, psychologists take the lead for how we can improve healthcare, how we can utilize digital and physical care to treat more patients in a more effective way. And that's why we feel a responsibility to start sharing experiences and discuss these difficult questions across the European markets. We are about 4,000 clinicians working within Cri Livy today. That's more than the largest university hospitals of Europe. And if we can use our brains all together, discuss these difficult topics and find solutions for how we can better use technology and traditional healthcare in combination to treat more patients for less of our taxpayers' money, we must do so. So today, that's the start of that discussion. I hope that you will all learn a lot and contribute a lot to a discussion
between the countries of France, UK, Sweden and Norway, where we operate, but also guests from other parts of Europe. Thank you so much and enjoy the afternoon. Kalle, thank you very much for this introduction. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais reprendre en français. J'espère que la traduction fonctionne bien. Alors, quelques petits détails techniques avant de rentrer dans le vif du sujet pour ce premier webinaire qui s'intéressera à l'efficience dans les soins primaires. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous allons avoir 3 brillants intervenants. Caroline Bercher de l'OCDE, il y a un peu d'écho. Caroline Bercher de l'OCDE, qui est économiste à l'OCDE, qui nous tracera un panorama du poids économique et des grands enjeux des soins primaires en Europe en comparant un peu ce qui se passe dans les différents pays. Après, nous avons le plaisir de recevoir Paul Frappé, qui est médecin généraliste et président du Collège des médecins généralistes donc, en France. Et enfin, Dr François Burté, qui est à Lévis, qui est médecin généraliste et qui s'occupe notamment de l'innovation à Lévis pour vous présenter un peu la manière dont on fait les choses. Chaque intervenant a un quart d'heure, donc on va commencer par Caroline. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant son intervention de telle sorte à ce que Caroline puisse répondre à l'issue de son intervention. Et puis à la fin, nous aurons encore quelques moment pour que les questions qui n'ont pas été posées à chacun des intervenants puissent être traitées. Voilà, Caroline, merci beaucoup. Je sais que vous êtes en congrès, que vous avez interrompu votre congrès pour pouvoir nous parler des soins primaires en Europe. Donc merci à vous et je vous cède la parole immédiatement. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Oui, super. Je suis ravie de cette invitation. Je vais vous présenter aujourd'hui des données de cadrage sur les soins primaires dans les pays européens. Comme vous le savez, l'OCDE, elle a 38 pays membres. Donc, les données que je vais vous présenter portent sur 29 pays européens, les 27 pays membres de l'Union européenne, plus l'Islande et la Norvège. Ces données et ces éléments de cadrage sont tirés d'une publication très récente qui a été publiée donc, en novembre 2024, qui est le Panorama de la santé, en anglais Health at a Glance Europe. Donc c'est une publication phare qui présente l'ensemble des données que nous collectons à l'OCDE et je vais aussi vous apporter des éléments d'éclairage sur la performance des soins primaires basé sur une publication de 2021 qui s'intitule « Réalisons le potentiel des soins primaires ». Est-ce que je peux avoir les diapos, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Nous, on les a à l'écran. Ouais, mais je n'ai pas mes diapos. Alors, vous ne voyez pas vos diaporamas sur le… Non, non. Ah. Est-ce que vous voulez prendre la main, Caroline? Oui, ok, je prends la main. Ok. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? Nous, on la voit. Alors après… Donc là, il n'y a plus rien. Alors, c'est moi qui étais sur les diapos, mais je peux représenter si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter. Excusez-nous de ces quelques minutes d'ajustement technique. Alors, sinon, je repartage. Dites-moi si… Est-ce que vous avez bien les diaporamas là maintenant, Caroline? Oui. Ok, parfait. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, l'ensemble des pays de l'OCDE ont besoin d'investir dans un système de soins primaires performant pour faire face en fait à la transition épidémiologique et démographique qui a lieu dans l'ensemble des pays. Donc, comme vous le savez, cette transition, elle est d'abord marquée par une hausse des besoins de santé de la population. Donc, nous voyons dans l'ensemble des pays qu'il y a un nombre croissant de personnes qui vivent avec des besoins de santé complexes et marqués par la comorbidité. Donc, les données que l'on collecte à l'OCDE montrent qu'il y a 40% des personnes âgées de 65 ans et plus qui souffrent d'au moins 2 maladies chroniques.
Et cette proportion, elle peut monter à plus de 50% dans certains pays, comme en République tchèque, en Pologne, mais également en Grèce et en Hongrie. Donc, ces besoins de santé, ils deviennent de plus en plus complexes et les patients qui ont des pathologies chroniques, plusieurs pathologies chroniques, ont une augmentation du risque de voir les soins fragmentés. Donc, les soins de premier recours sont effectivement essentiels et jouent un rôle central de première ligne et de coordination des soins pour cette population. Il faut noter aussi que cette tendance, elle va augmenter, puisqu'on voit que la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans, elle grossit dans les pays de l'Union européenne. Donc, on estime qu'en 2050, il y aura près de 3 personnes sur 10 dans l'Union européenne qui sera âgée de plus de 65 ans, contre 2 sur 10 en 2023. Donc, ces sociétés vieillissantes, avec l'augmentation de la charge des maladies chroniques, vous m'entendez? Oui, mais pardon. Oui, ok. Font que les soins... Ah, on ne vous entend plus, la Caroline. Pardon, on a perdu le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, donc je reprends. Donc avec le vieillissement de la population et l'augmentation de la charge des maladies chroniques, les soins primaires ont un rôle essentiel à jouer en ce qui concerne la prévention, mais tout au long de la vie, parce que celle-ci va permettre d'avoir un vieillissement en bonne santé et de limiter les handicaps et de réduire les limitations d'activité pour l'ensemble de la population. Donc, ce sont clairement des arguments forts pour investir dans les soins primaires au niveau de l'Union européenne et au niveau des pays de l'OCDE. Alors, notre publication de 2021, elle nous offre un cadre d'analyse pour évaluer la performance des soins primaires en Europe. Je ne vais pas vous montrer le cadre d'analyse, mais en fait, on montre assez facilement que les soins primaires, ils ont un fort potentiel. Donc, d'abord, un potentiel pour améliorer l'état de santé de la population en étant le premier contact avec les patients. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de réduire les inégalités de santé, parce que les soins primaires, ce sont des soins de proximité qui sont plus facilement accessibles. Et le troisième objectif, c'est d'améliorer l'efficience du système de santé, notamment en réduisant l'utilisation des services spécialisés qui sont plus coûteux. Et la pandémie de Covid-19 a clairement mis en lumière l'importance d'un système de soins primaires performant pour rendre le système de santé plus résilient, mais aussi la population. Une population en bonne santé sera plus résiliente face au choc. Alors, je vais vous montrer dans la suite de la présentation les données que nous collectons. Et clairement, on peut voir qu'au sein des pays de l'Union européenne, les soins primaires n'ont pas encore atteint leur potentiel. Donc, si on regarde d'abord les inputs, donc les ressources allouées aux soins primaires, on peut d'abord constater qu'il y a seulement 13% des dépenses de santé aujourd'hui qui sont allouées aux soins primaires. Donc, c'est relativement faible en comparaison, par exemple, aux soins hospitaliers qui représentent 28% des dépenses de santé en 2022. Depuis 2019, il n'y a pas eu d'augmentation des dépenses de soins primaires dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, c'est resté relativement stable, alors que la pandémie de Covid-19 a clairement montré l'importance d'avoir un système fort et performant. Cette proportion, comme vous pouvez le constater sur ce graphique, elle varie de moins de 10% donc au Luxembourg et aux Pays-Bas, à près de 20% en Estonie et en Lituanie. Et donc, la plupart de ces dépenses sont liées aux consultations. C'est chez le médecin généraliste. Les dépenses de prévention sont encore très faibles et en moyenne, elles ne représentent que 3% des dépenses de santé en 2021. Toujours en ce qui concerne les ressources, regardons maintenant le personnel de santé. Donc ici, je vous montre des données qui présentent donc les professionnels de santé avec un breakdown entre les general practitioners, donc les médecins généralistes, et les autres spécialités. Donc on peut constater que si dans l'ensemble, le nombre de médecins a augmenté au cours des dernières décennies, les pénuries de médecins généralistes, c'est une préoccupation qui est majeure dans de nombreux pays et notamment dans des zones rurales, des zones isolées.
Donc, on peut voir hein, qu'en 2022, seulement 1 médecin sur 5 était généraliste, alors que les autres spécialistes représentent environ 30% hein, deux tiers, excusez-moi, de l'ensemble des médecins. Donc, il y a quand même un déséquilibre entre la part des médecins généralistes et la part des spécialistes qui peut être inquiétant pour l'accès aux soins primaires dans les pays de l'OCDE. Donc, il y a de nombreuses politiques hein, qui ont été mises en place pour favoriser cette spécialité de médecine de premier recours. Il y a des incitations financières qui sont mises en place. Il y a le recrutement des personnels étrangers qui sont mis en place de plus en plus dans les pays de l'OCDE pour avoir un meilleur équilibre. Alors maintenant, passons à des indicateurs hein, de qualité et de pertinence des soins. Donc, le premier indicateur que je vous montre, c'est la prescription d'antibiotiques appropriés. Donc, c'est un bon indicateur de la qualité des soins primaires, mais c'est aussi un bon indicateur de l'efficience allocative. Elle peut indiquer une utilisation inappropriée des ressources, surtout lorsque cette prescription est très élevée. Donc, comme vous pouvez le constater sur ce graphique, le volume total d'antibiotiques prescrits en 2021, il varie d'un facteur de 3 entre les pays, ce qui suggère une marge d'amélioration notable. En ce qui concerne en particulier la France, la Grèce, la Pologne, l'Espagne, mais aussi la Bulgarie et la Roumanie, hein, où le volume de prescription est très élevé. Donc, cette variation que l'on peut constater, elle s'explique à la fois par des facteurs d'offres, donc des différences dans les recommandations hein, de pratiques cliniques, mais aussi des incitations du côté des prescripteurs. Elle s'explique aussi du côté de la demande, hein, bien évidemment, parce qu'il y a des différences entre les pays en ce qui concerne les attitudes et les attentes de la population, des patients, en ce qui concerne le traitement optimal des maladies. Un autre indicateur clé que nous utilisons beaucoup à l'OCDE pour évaluer l'accès et la qualité des soins primaires, ce sont les hospitalisations évitables pour les maladies chroniques. Donc, nous collectons ces hospitalisations pour le diabète, ici présenté sur cette slide, mais aussi pour d'autres maladies chroniques que je ne vais pas vous montrer ici, mais les résultats sont très similaires. Donc, les études empiriques sont très claires hein, et elles montrent qu'un système de soins performant permet de réduire la détérioration de l'état de santé des patients qui souffrent de ces maladies chroniques, ce qui va réduire hein, les hospitalisations pour ces maladies. Ces hospitalisations, comme vous le savez, elles sont coûteuses et évitables. Donc, c'est un très bon indicateur pour évaluer l'accès et la qualité des soins primaires. Donc, ici, sur ce graphique, vous pouvez voir que ces hospitalisations pour le diabète, elles varient de moins de 50 pour 100 000 populations au Portugal, Pays-Bas et en Italie, à plus de 150 en Lituanie, en République slovaque et en Allemagne. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut constater une amélioration de la qualité et de l'accès aux soins entre 2019 et 2021. Ces hospitalisations évitables, elles ont diminué d'environ 20%. Donc, c'est assez positif. Et cette diminution, eh bien, elle s'explique par la mise en place de nouveaux modèles de soins intégrés pour les maladies chroniques. Donc, l'idée, hein, c'est d'avoir un parcours de soins plus intégré, de réduire la fragmentation des soins. Il y a aussi la mise en place de la télésurveillance, de la téléconsultation et des programmes d'hospitalisation à domicile qui ont permis de réduire les hospitalisations et aussi améliorer hein, la qualité de vie des patients parce qu'il est toujours préférable d'être hospitalisé à la maison quand c'est possible. Des conclusions similaires peuvent être tirées si on regarde maintenant donc les visites dans les départements d'urgence hospitalière, emergency room. Donc, comme vous le savez, hein, les services d'urgence, ils fournissent un service essentiel, mais une utilisation trop élevée est une indication de problèmes d'accès, bien évidemment, et d'inefficience allocative. Donc, de nombreuses visites aux urgences concernent souvent des cas non urgents qui pourraient être pris en charge par d'autres structures de soins, et notamment par les médecins généralistes ou les médecins, les cabinets médicaux de garde, excusez-moi. Donc ici, comme vous pouvez le constater, le nombre de visites rapportées à la population, elle varie par un facteur de 7 entre les pays de l'OCDE et de l'Union européenne.
Donc, l'utilisation des services d'urgence, elle est particulièrement élevée au Portugal et en Espagne. Ça a été montré dans des études précédentes. Et donc, il semble que, en moyenne, le recours inapproprié aux urgences varie entre 15% aux États-Unis à plus de 50% en Belgique. En France, selon la Cour des comptes, il y a environ 30% des visites aux urgences en France qui sont considérées comme inappropriées. Donc ici, les policymakers doivent vraiment faire en sorte qu'il y ait une couverture en fait des soins primaires en dehors des heures ouvrables, out of hour primary healthcare. C'est un sujet qui est très prioritaire dans l'ensemble des pays de l'OCDE parce que si ces soins ne sont pas accessibles en dehors des heures ouvrées, les patients vont forcément se tourner vers les services d'urgence hospitalière. Enfin, le dernier indicateur que je vais vous montrer, ce sont les consultations. Donc, bien sûr, il y a les consultations en cabinet et les consultations en ligne. Donc, ici, vous avez l'ensemble des consultations totales, annuelles par personne, et vous avez une différenciation par les consultations en présentiel et les téléconsultations. Donc, bien évidemment, la pandémie a permis de déployer grandement l'utilisation de la téléconsultation et ça a été nécessaire pour la continuité des soins. On peut quand même constater qu'en 2022, l'utilisation de la téléconsultation reste très faible. Elle représente 16% de l'ensemble des consultations. L'Espagne, le Portugal, l'Estonie et le Danemark ont des taux de téléconsultation des plus importants parmi les pays de l'OCDE. Avec 25% de toutes les consultations médicales effectuées à distance. Si l'on compare à l'Allemagne, la France et au Luxembourg, c'est assez élevé puisque dans ces 3 pays, les téléconsultations ne représentent que 2 à 6% de toutes les consultations. Et enfin, si on peut regarder l'évolution des téléconsultations donc, au cours du temps. Comme je vous l'ai dit, on a vu un gros pic de l'utilisation de la télémédecine en 2020 et 2021. Il y a eu une chute dans l'ensemble des pays en 2022, mais la part de la téléconsultation en 2022, elle reste supérieure au niveau pré-pandémique. On montre dans nos études qu'il y a 3 facteurs qui ont limité, on va dire, l'expansion de la télémédecine sur le long terme. Donc d'abord, un manque de mesures et d'évaluation. Ça a limité la capacité à comprendre les modes d'utilisation des patients, les obstacles à l'accès, les résultats sur la qualité, mais aussi l'efficacité globale de la télémédecine. Une deuxième lacune porte sur les incitations qui ont pu être insuffisantes du côté de l'offre pour inciter à l'utilisation de la téléconsultation. Et la troisième limite, elle porte sur la fragmentation des services de soins entre les services en personne et les services à distance, les services en ligne. Ça pose des défis pour offrir des soins intégrés et sans rupture pour les patients qui souffrent de maladies chroniques. Donc, sur le long terme, il faut travailler sur ces 3 facteurs. Et pour finir, juste quelques mots. Donc, clairement, nos études et tous les travaux empiriques montrent que l'investissement dans les soins primaires, ça génère des bénéfices forts pour la société, de manière générale. Donc, une amélioration de l'état de santé via la prévention, une réduction des inégalités de santé et une amélioration de l'efficience. Pour construire ces systèmes de santé centrés sur les soins primaires, il faut jouer sur les fonctions clés, investir dans les fonctions clés, donc la prévention de nouveau, continuité des soins, coordination des soins. Mais pour ce faire, il faut une main-d'œuvre forte, bien formée et en nombre suffisant. Et il faut faire en sorte que l'organisation des soins soit disponible 24 heures sur 24 et de bonne qualité, bien évidemment. Donc, les innovations qui ont été déployées fortement pendant la pandémie, comme la télémédecine, elles doivent être maintenues en complément aux consultations en personne. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Caroline, pour ce passionnant panorama. Moi, en attendant que les questions arrivent sur le chat, j'ai déjà une première question. Dans ce panorama, à votre avis, quels sont les 2 ou 3 pays qui sont un petit peu en avance en Europe et qui peuvent constituer des exemples pour faire en sorte que les soins primaires soient à l'efficacité souhaitable
et rendre soutenables les dépenses de santé, puisque je crois que tous les pays d'Europe ont un problème de soutenabilité des dépenses de santé qui va ne faire que s'accentuer si les tendances restent ce qu'elles sont. Alors, je citerai bien évidemment les pays nordiques en bon exemple, et aussi la Slovénie. Ce sont des pays qui ont vraiment misé sur l'investissement en soins primaires, hein, donc sur l'organisation en ville des cabinets multiprofessionnels depuis de nombreuses années. Donc, c'est fortement développé. Les équipes sont fortes, elles sont multiprofessionnelles. Il y a une forte utilisation aussi de la télémédecine qui permet d'améliorer l'efficience, la productivité des soins. Ça permet aussi d'améliorer l'accès aux soins pour les populations qui sont isolées. La Slovénie, je la mentionne en particulier parce que les soins sont très intégrés entre la santé publique et les soins primaires. Et ça, c'est primordial, en fait, pour s'assurer d'une bonne prévention tout au long de la vie. C'est des choses qui sont très rarement faites dans nos pays européens. Donc, je la mentionne toujours en bon exemple. Merci beaucoup, Caroline. On a des questions dans le chat. Paul, si tu veux bien. Oui, question de la part du docteur Cédric Villeminot. Quel type de prévention en soins primaires ont démontré un apport ou plus-value pour les systèmes de santé? Alors, énormément. Donc déjà, il y a la prévention des facteurs de risque, comme le tabagisme, l'alcool, qui sont les premiers facteurs de risque du cancer notamment. La médecine générale, donc que ce soit, je parle des médecins, mais je parle aussi des infirmières en pratique avancée, je parle des pharmaciens, ils ont un rôle clé à jouer en ce qui concerne la littératie en santé, donc faire en sorte que les populations soient éduquées sur ce qui est bon pour votre santé, ce qui est mauvais pour la santé, et puis comment réduire ces facteurs de risque quand les populations en sont victimes, je dirais. Il y a ensuite la prévention secondaire, comme la détection précoce des cancers. Le médecin généraliste, il a un rôle clé pour, de nouveau, informer les patients sur le dépistage de masse pour le cancer du sein, cancer du col de l'utérus ou colorectal. C'est montré. Il a un rôle d'information qui est clé et il peut guider les patients lorsque nécessaire. Donc, à la fois sur la prévention primaire et secondaire, son rôle est clé. Merci beaucoup. Caroline, il n'y a pas d'autres questions dans le chat? J'en ai une deuxième, si jamais, une question de suivi qui demande quel est finalement le rôle des médecins dans cette prévention primaire et est-ce que c'est toujours sur eux qu'on doit se reposer pour ce type de prévention en considérant le fait qu'ils sont en réduction démographique? Non, tout à fait. Et c'est pour ça que dans ma réponse, je mentionne également les infirmières et les pharmaciens. Donc, les rôles du pharmacien et de infirmière se développent de plus en plus en ce qui concerne cette prévention primaire, cette prévention secondaire, pour décharger aussi du temps aux médecins. Et c'est quelque chose qu'on peut voir dans l'ensemble des pays. Donc, ça va être utilisé pour faire des counseling sessions. Je suis désolée, je mélange l'anglais et le français, mais c'est quelquefois plus simple pour moi. Et pour aussi faire des premiers actes de diagnostic ou de la vaccination, c'est quelque chose qui marche et qui n'a pas d'impact sur la qualité des soins, je dirais, et qui est aussi associé à une grande satisfaction de la part des patients. Donc clairement, l'expansion des rôles des pharmaciens, des infirmiers, c'est des politiques clés pour une meilleure efficience des systèmes de soins primaires. Super, merci beaucoup. J'ai une autre question dans le chat qui, je pense, pourra intéresser plusieurs personnes autour de la table. Comment expliquer l'avis du Conseil de l'ordre des médecins en France vis-à-vis de la médecine en téléconsultation qui considère la téléconsultation comme une forme particulière exceptionnelle dans l'offre de soins aux malades? Alors, je suis désolée, mais je ne suis pas en compétence pour répondre à cette question, malheureusement. Nos travaux, de nouveau basés sur la littérature existante et sur des entretiens avec les ministères de la Santé dans l'ensemble des pays de l'OCDE, on montre que ça permet d'améliorer l'efficience, parce que alors, en complément, je ne dis pas que c'est un substitut, on le considère comme un très bon complément des consultations présentielles. Parce que, pour faire de la télésurveillance de maladies chroniques, c'est très utile pour faire
du suivi de patients. Ça permet de dégager du temps pour le patient, ça permet de dégager du temps pour le médecin. Donc, ça améliore la productivité et donc l'efficience du système de santé. Merci Caroline. Moi, j'ai peut-être une dernière question avant qu'on laisse la parole à Paul Frappé. On se retrouve dans 10 ans. Vous faites à nouveau le panorama de l'OCDE. Qu'est-ce que vous vous attendez comme résultat si tous les pays avaient suivi les meilleurs d'Europe aujourd'hui? Difficile comme question, c'est une question difficile. C'est un ensemble de politiques, je dirais. Donc, effectivement, une organisation pluriprofessionnelle qui utilise des nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle, mais aussi des données qui sont interopérables et qui permettent d'avoir une intégration des soins, que ce soit de la santé publique aux soins hospitaliers. Il est très nécessaire qu'on travaille tous ensemble et qu'on diminue les silos entre les pratiques professionnelles. Donc ça, c'est une première chose, je dirais. Et une deuxième chose, c'est de vraiment continuer à collecter des données. Parce que sans ces données, on ne peut pas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. On ne peut pas améliorer les pratiques. Donc, données. Et évaluation, c'est essentiel, je trouve, pour une bonne efficience du système de santé. Merci. Alors, on a une dernière question, je crois, et puis après, on vous libérera. Je crois que vous êtes sous contrainte horaire, me semble-t-il. Alors, on a une question qui demande si les pays qui ont un fort taux de téléconsultation ont réalisé des investissements particuliers pour faire en sorte justement que ces téléconsultations puissent interagir avec les soins classiques en présentiel. Et si oui, est-ce que vous avez des exemples de types d'investissements qui ont pu être réalisés pour aboutir à la mise en place de ces interactions? Alors non, là, je n'en ai pas qui me viennent à l'esprit, malheureusement, mais je vous invite à consulter nos rapports sur ce sujet en particulier. Alors, bien évidemment, les pays qui ont un usage de la téléconsultation plus important, je pense à l'Estonie. L'Estonie, c'est un pays qui est très digitalisé et ils ont mis en place des investissements importants pour cette digitalisation du secteur de santé et qui permet aujourd'hui d'avoir un taux de recours à la téléconsultation plus important. Mais je n'ai pas de chiffres en tête, malheureusement, en ce qui concerne ce pays. Mais l'Estonie a mis en place beaucoup d'investissements. Merci beaucoup, Caroline, pour ce panorama et votre intervention. Je vous laisse libre pour la suite de votre congrès et nous allons, si jamais il y a des questions qui viennent à venir, on pourra éventuellement vous les transmettre par écrit et les réintroduire dans un partage. Sinon, écoutez, à très bientôt et merci encore pour votre disponibilité et la clarté de votre propos qui permet de bien cadrer les enjeux de cette table ronde. Merci à vous, bonne conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci. Paul, maintenant, il s'agit de voir comment la médecine générale, alors vous êtes médecin généraliste praticien et président du Collège des médecins généralistes de France, installé près de Saint-Étienne, et vous avez une vision de praticien et en même temps une vision assez générale de l'ensemble de la profession pour nous expliquer quels sont les enjeux, les perspectives de la médecine générale en France, et notamment en lien avec ces enjeux d'efficience et de bonnes pratiques, de telle sorte à ce que la soutenabilité des dépenses de santé et la médecine et la santé des populations soient assurées. Oui, tout un programme. Bonjour à tous. Donc, Paul Frappé, vous avez ici ma déclaration de lien d'intérêt et puis avec un lien, si vous voulez la voir plus en détail. Et, ici, elle tient essentiellement à mes activités de médecin généraliste en maison de santé à Saint-Étienne, des activités à la faculté de médecine et puis dans la communauté professionnelle territoriale de santé de Saint-Étienne et enfin du Collège de la médecine générale. J'ai peut-être mis une diapo sur qu'est-ce que le Collège de la médecine générale, c'est le Conseil national professionnel de la discipline. C'est une espèce de table ronde qui a été créée à l'initiative de toutes les structures qui font la médecine générale en France, et il y a de ça quelques années. Et toutes ces structures ont éprouvé le besoin d'avoir un espace où rassembler leurs enjeux, leurs discussions. Et donc, on retrouve cette structure dans notre structure fédérative, aussi bien les structures scientifiques, les structures universitaires, les syndicats et puis les associations qui font la médecine générale en France, aussi bien SOS Médecins, Médecins de montagne. Voilà, donc on a toute la diversité des visages de la médecine générale qui se rencontrent au sein du Collège de la médecine générale, qui essayent de travailler
ensemble. Et puis aussi, on est là pour témoigner auprès de partenaires extérieurs, justement, de ce qui fait le dénominateur commun de tous ces acteurs de la médecine générale. Alors, sur les enjeux de la médecine générale, c'est pas une problématique franco-française, c'est la diapo suivante qui va arriver. Le suspense est total. Voilà. Vous avez là une diapositive qui a été passée l'année dernière au Congrès mondial de médecine générale à Sydney sur la keynote d'ouverture. Et on retrouve voilà, ces grands enjeux de la médecine générale qui sont vraiment partagés par tous les pays autour de la planète, que ce soit en termes de démographie médicale, de fragmentation de l'offre de soins, de financiarisation, de surtraitement, surdiagnostic, de rapport bénéfice-risque, de consumérisme et puis d'intégration des différents outils de la technologie. Voilà, on peut, je pense, tous, quel que soit son horizon, souscrire à ces différents enjeux. Alors, le programme qu'on m'a proposé d'aborder, c'est 4 un peu domaines, le temps, les collaborations avec les paramédicaux, les collaborations avec les autres spécialités et puis l'innovation. Alors sur le temps, pour commencer, je pense qu'un préalable, c'est déjà la première étape si on veut avancer sur comment améliorer la gestion du temps en médecine générale, c'est d'essayer de dépasser l'émotion ou la perception première que tout un chacun peut avoir quand il prend rendez-vous chez son médecin généraliste. Moi, si on prend rendez-vous chez moi sur mon agenda en ligne, il y a 3 semaines de délai. Et pourtant, les données montrent que la plupart des délais de consultation sont bien moindres. Et effectivement, la moitié de mes rendez-vous, en fait, sont donnés dans la journée parce que il y a un certain nombre de créneaux de soins non programmés qui sont ouverts et que le patient qui veut prendre un rendez-vous programmé ne voit pas. Et donc, on a ces données-là qui surprennent très souvent parce que ça ne correspond pas à la perception première de la population. Donc, si on veut s'intéresser au temps, peut-être que le premier effort, c'est vraiment de factualiser au maximum ces données autour du temps, des délais en médecine, si on veut pouvoir être efficace et faire avancer les choses efficacement. Alors, les leviers, après, pour agir sur le temps en médecine générale, ils sont multiples. Premier qui vient à l'idée, qui est beaucoup médiatisé, ce sont les lapins, les rendez-vous non honorés, qui ont été dénombrés à 100 millions de rendez-vous médicaux, toutes spécialités confondues, non honorés chaque année en France. Un deuxième levier, ce sont toutes les tâches administratives. Au sein du Collège de médecine générale, on a fait une campagne contre les certificats absurdes, et c'est une campagne qui a été initiée par nos confrères belges. Il y a un collège de médecine générale belge qui a initié cette même campagne, et voilà, c'est une problématique partagée. C'est quand même 4 à 6 heures par semaine qui peuvent être consacrées à ces tâches administratives non médicales. Un troisième levier, c'est celui de réguler les soins, d'avoir une juste consommation de soins, d'avoir le bon motif au bon endroit. On a vu dans la présentation précédente les consultations, les recours non justifiés aux urgences. On a la même chose en médecine générale, et la médecine générale a un enjeu d'arriver à réguler cette consommation de soins. Ça fait partie de la littératie en santé. Un quatrième levier, c'est celui de la durée de consultation. Alors, on aura peut-être du mal à agir dessus. Je crois qu'on a une durée de consultation moyenne en France qui est parmi les plus longues du monde, 16 minutes en moyenne. Voilà, peut-être que là-dessus, on est moins prêt à baisser notre durée de consultation. Un autre levier, c'est la fréquence de consultation. Peut-être un domaine qui n'est pas beaucoup travaillé, où je sais qu'il y a même des abus qui peuvent être faits. On a l'habitude très souvent dans les pathologies chroniques de renouveler tous les 3 mois. Si on veut libérer de l'accès aux soins et du temps de consultation, de changer nos recommandations ou de mettre des intermédiaires tous les 3 mois qui ne soient pas des médecins, et de permettre d'encourager les renouvellements d'ordonnances annuelles, et voilà, avec des intermédiaires tous les 3 mois qui viennent voir si la pathologie reste stabilisée. Ça peut être quand même un levier aussi pour gagner du temps en médecine générale. Et puis, je crois, un dernier levier qui est la pertinence des consultations. Alors là, plus dans l'axe nos prises en charge, on a un certain nombre d'éléments, d'actions à améliorer si on veut être plus éviter de gâcher du temps et de la ressource, que ce soit les examens en double, les adressages injustifiés, voilà, non pertinents que l'on peut réaliser.
Alors, tous ces leviers, en fait, derrière cette question du temps, plus que de gagner du temps au chronomètre, sans doute que vraiment la vraie question qui est sous-jacente, c'est qu'il y a peut-être dans un certain... Enfin, ça pose la question de valoriser... Enfin, qu'est-ce qui nous est utile, qu'est-ce qui est précieux dans le système de santé, qu'est-ce qu'il faut valoriser et qu'il peut y avoir peut-être une incongruence parfois entre certains éléments qui sont rémunérés, valorisés et la réelle valeur que ça a pour le système de santé. Et tout l'enjeu n'est pas tant un enjeu de chronomètre, mais sans doute un enjeu de recentrer la valeur sur ce qui est la valorisation, sur ce qui a réellement de la valeur. Aujourd'hui, on peut parler, par exemple, de la santé à domicile pour les personnes qui n'ont pas de mobilité. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient être sans doute mieux valorisés. Alors, le deuxième plan, c'est la question de collaborer avec les paramédicaux. Là aussi, peut-être 3 points. Avec le premier, qui est un préalable qu'il faut sans doute se défaire si on a l'idée que collaborer avec les paramédicaux, ça va faire gagner du temps aux médecins, ça va complètement le libérer. Il y a sans doute un leurre de penser qu'il y a des vases communicants dans l'offre de soins. Alors là, c'est l'exemple des urgences, mais on aura après l'exemple des paramédicaux, où vous avez alors à droite une étude qui a été présentée au congrès des urgentistes l'année dernière en France et qui montrait que le fait d'avoir APL, c'est l'accessibilité potentielle localisée, le fait d'avoir une accessibilité aux médecins n'impactait pas la fréquentation des services d'urgence, le recours aux urgences. Il n'y avait pas de lien entre les deux comme on pourrait l'imaginer en se disant si tout le monde va aux urgences, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à leur médecin. En fait, il n'y a pas de relation de vase communicant. Et à gauche, vous avez une revue de la littérature qui montre qu'effectivement, aujourd'hui, on est malheureusement très en difficulté pour trouver des actions, des interventions efficaces pour diminuer le recours aux urgences. On peut améliorer l'efficacité des temps de passage aux urgences, mais au niveau international, il y a très très peu de données encore qui permettent qu'on trouve la solution pour diminuer ce taux de recours aux urgences. Pour revenir aux paramédicaux, vous avez là un document qui faisait le point en Angleterre sur le fait d'avoir délégué des tâches, d'avoir fait du skill mix qui proposait une première évaluation, alors qui n'est pas à très très long terme, mais qui montrait qu'il n'y avait pas d'impact direct de cette délégation de tâches ne libérait pas immédiatement de la charge de travail aux médecins généralistes. Ça a amené du confort, ça amène de la qualité des soins, plein d'autres choses, mais la question du temps, en fait, n'est pas encore documentée. Et c'est les 5 points qui sont à gauche. Bien d'autres choses viennent justifier le développement de collaborations médicaux et paramédicaux ensemble. Il y a besoin de multiplier les opportunités de services pour permettre d'accéder à des services tels que la vaccination. Il y a besoin d'utiliser nos positions respectives pour favoriser le repérage, par exemple des violences à domicile, par exemple de l'observance. Il y a besoin de favoriser ces collaborations parce qu'à plusieurs, on est plus en capacité de modifier les comportements de fond sur l'activité physique, sur la nutrition, sur les addictions, pour améliorer l'assimilation de l'information et la littératie en santé, la capacité à utiliser le système de soins. Là aussi, plus on est autour du patient et plus on a de leviers pour améliorer ces critères de qualité qui sont majeurs pour la santé en France. Cette collaboration, c'est le dernier message avec les paramédicaux. Elle passe par l'évolution des pratiques de chacun, le skill mix, le mixage des activités. Pour autant, il y a sans doute un très gros enjeu qui est de ne pas perdre la lisibilité de l'offre de soins en n'aboutissant pas à un système où tout le monde touche à tout. Et finalement, on a là, j'ai pris l'exemple de la Poste qui se met qui initialement donc faisait des courriers et maintenant se met à vendre tout et n'importe quoi. On peut prendre des banques aussi. Donc ici, ils vendent un trampoline, on a des banques qui vendent des téléphones, etc. Est-ce qu'on veut avoir la même dynamique avec les professions de santé? Je pense qu'il y a un besoin, si on veut permettre une prise en charge efficace, à ce qu'on garde des métiers lisibles qui ont une identité. Donc ça n'empêche pas les métiers d'évoluer entre eux et d'avoir une porosité
complicité entre eux. C'est l'idée de la diapo suivante qui est de garder la mire et un peu garder la couleur, l'identité de chaque profession pour permettre aux patients de s'orienter et non pas d'avoir une espèce de mélange de globi-boulga, tout le monde touche à tous les types d'activités. Voilà, c'est un enjeu qui est, je pense, est majeur si on veut faire évoluer efficacement nos métiers. Sur la collaboration avec les autres spécialités, 3 messages qui sont différents. Souvent, quand on est avec des spécialistes de second recours, on a des prises en charge qui se complexifient. Vous avez ici un aperçu qui est fait pour être juste un aperçu des anticoagulants et antiagrégants recommandés en fonction de différentes pathologies, différents tableaux. Peut-être qu'on arrive à une complexité dans les prises en charge qui rend difficile les collaborations entre le premier et le second recours, où on en vient à avoir des oublis de retirer un traitement parce que les prises en charge sont devenues trop complexes. Et puis, il a été parlé de multimorbidité, de polypathologie juste avant moi. C'est la diapo suivante. Il y a aussi besoin de réfléchir à cette complexité entre nous, parce qu'aujourd'hui, avec cette polypathologie, il n'est plus possible d'empiler les recommandations. On a cette étude qui est parue dans le BMJ Open en 2016, qui est basée sur les recommandations françaises et qui a évalué qu'après 3 pathologies chroniques, si un patient suit exactement l'ensemble des recommandations, il doit prendre 6 à 13 médicaments par jour, donc il est déjà polymédicamenté. Il doit suivre jusqu'à 6 consultations par mois pour soigner ces 3 pathologies et passer jusqu'à 70 heures de soins par mois, ce qui est complètement inapplicable dans la vie. Donc on sent bien qu'il y a besoin de réfléchir ensemble à la complexité et d'arriver à prioriser peut-être certains aspects par rapport à d'autres. Le deuxième aspect à améliorer dans nos collaborations entre médecins, c'est améliorer l'adressage, qui est sans doute le parent pauvre des recommandations, où on a historiquement estimé qu'on adressait quand on ne savait pas faire. Et puis voilà, donc quelque part, quand on est en échec, et ça, c'est quelque chose qui invite à bricoler en amont, avant d'adresser, on fait un petit peu ce qu'on peut, et puis après on adresse. On a besoin d'avoir des repères plus clairs pour mieux gérer cette charnière qu'il y a entre les professionnels de santé et pour qu'on ne bricole pas en amont et qu'on adresse efficacement au bon moment vers la bonne personne. Puis le troisième axe, c'est celui d'avoir un échange d'informations entre professionnels plus efficace, un échange qui soit systématique, qui soit réactif. On a encore trop souvent des patients qui arrivent dans nos cabinets et qui n'ont pas de courrier et dont on n'a pas l'information. Alors qu'ils sortent de l'hôpital, qu'ils soient ciblés. Là aussi, il y a besoin que l'information soit adaptée, aussi bien pour les médecins généralistes que aussi quand on adresse chez les médecins de second recours, de sélectionner, savoir quelle est l'information importante pour le destinataire et que ce soit aisé, donc passif, avec une génération de cette information qui soit la plus fluide possible, qui ne prenne pas du temps, qui ne soit pas énergivore. La diapositive suivante, j'ai oublié de la mettre en amont, elle était là plus pour parler de la priorisation des axes du fait de la complexité, l'impossibilité d'empiler les recommandations. Et en médecine générale, le quotidien, c'est d'essayer d'identifier, comme à gauche, l'ensemble des éléments de santé du patient, donc aussi bien ses maladies que ses éléments sociaux, de les regrouper par paquets fonctionnels cohérents et d'essayer d'identifier si on n'aurait pas des effets dominos possibles, des dominos sur lesquels on pourrait agir en priorité et qui vont permettre d'entraîner, d'améliorer les autres aspects. Et du coup, au lieu de mener de front la prise en charge, aussi bien dans cet exemple de l'hypertension, du diabète, de l'hypercholestérolémie, du tabagisme, etc., de l'arthrose, on peut peut-être être amené à prioriser dans cet exemple, l'humeur dépressive, en se disant que ça va améliorer les règles hygiéno-diététiques, qui vont améliorer elles-mêmes les addictions, puis l'obésité, etc. Et essayer de choisir avec le patient un domino. Et ça, il y a une nécessité à ce que tous les acteurs, tous les médecins qui sont autour du patient et les paramédicaux aient en tête le même domino. Si on a une différence, si chacun voit son domino propre, le patient va être perdu si les priorités de chacun ne sont pas les mêmes.
Voilà, et dernier point, c'est celui de l'innovation. J'espère que je n'ai pas trop débordé. L'innovation, alors quand on est sans doute en médecine générale pas la spécialité qui est la plus apte et la plus prompte à s'approprier l'innovation, quoique ça dépend sans doute des personnes. Mais la question de l'innovation, elle doit quand même être vue sur une notion de spectre. Hein. Il y a l'inertie contre laquelle on doit lutter. Il y a peut-être une technophilie abusive sur laquelle il faut aussi éviter de tendre et trouver le juste équilibre dans ce spectre-là. Quel est le juste point où se positionner? Donc, vraiment, garder ça à l'esprit. Alors, en médecine générale, c'est la diapo suivante, on pouvait se croire assez à l'abri de l'intelligence artificielle et finalement, en se disant c'est plus pour des spécialités très techniques. Et on voit beaucoup d'IA qui arrivent dans nos cabinets, que ce soit, comme tout à l'heure, avec les assistants de consultation, que ce soit avec l'interprétation des ECG, avec l'interprétation des dermatoscopies, et puis l'exemple Mona, je n'ai pas d'action chez aucun d'entre eux, mais l'exemple Mona, c'est l'interprétation de la rétinographie. On a des outils aussi qui se développent comme l'échographe qui devient le nouveau stéthoscope. Et ça, le Collège de médecine générale, on est membre de l'association européenne et puis mondiale de médecine générale. Et c'est vraiment une problématique internationale, un enjeu international de trouver la juste place au développement de nouveaux outils comme l'échographie. Et puis on a des applications qui arrivent, qui sont aussi une part non négligeable. C'est les nouvelles interventions non médicamenteuses finalement, notamment dans le domaine de la santé mentale, comme ici, avec des psychothérapies assistées par IA. Et alors, au milieu de toutes ces applications, il va falloir faire le tri. J'ai mis un exemple d'une application sur la diapo suivante qui m'a interpellé. Ça s'appelle Forest et c'est une application qui est là pour se sevrer des écrans, donc c'est un peu une mise en abîme. Voilà, donc quand on détermine le temps pendant lequel on veut se sevrer de l'écran et ça plante un arbre numérique et puis si on respecte pas ce temps, ça coupe l'arbre, c'est bien malheureux. Voilà, donc on peut se dire que dans tout ce paysage foisonnant d'applications, il y a un tri à faire, dans toutes ces innovations, il y a un tri à faire. On a des répertoires qui se créent, comme le répertoire Aptera, qui essaye de référencer les différentes applications existantes avec leurs données scientifiques, les données scientifiques qui les sous-tendent. Il y a des pays comme en Allemagne où ces applications peuvent être prescrites et remboursées par l'assurance maladie. C'est un mouvement qui est en train de prendre en France. On peut commencer à prescrire, je crois, juste 2-3 applications à ce jour, mais très probablement que c'est une innovation qui va petit à petit infuser dans nos pratiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je suis tout oui à vos réactions. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation qui met bien en lumière les enjeux pour la médecine générale face à ce moment de changement de l'organisation des soins et de cette part d'innovation qui contribue. Moi, j'avais une question à te poser avant que les questions chat puissent être posées. Comment faire face à tous ces enjeux, ces changements? Est-ce qu'un médecin généraliste seul dans son cabinet peut le faire? Est-ce que c'est l'exercice coordonné, l'exercice en pratique? Et comment tu vois l'évolution des organisations de soins autour du médecin généraliste à l'avenir? Alors, je dirais le préalable à tout, et ce qui me désespère parfois dans les leviers qui sont activés, y compris dans le monde politique, c'est que je pense que ces évolutions, elles pourront pas on ne pourra pas améliorer notre efficience dans l'opposition. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'activation de leviers corporatistes, les uns contre les autres. On fait évoluer les métiers par gain contre les autres professions. Et je pense que ça, c'est extrêmement dangereux. La santé, c'est le silence des organes, c'est une notion de paix des organes. Et ben, je pense qu'on peut dépasser cette définition et de dire c'est aussi le silence et l'apaisement dans la prise en charge, dans les préoccupations. Et ça, si on active des leviers corporatistes, qu'on monte
on fait évoluer les métiers en disant, là, il y en a qui ont gagné leur bras de fer contre un autre métier. Je pense qu'on n'aura pas amélioré la santé des personnes. De fait, ce qui va derrière, si on arrive à faire nation dans l'évolution des métiers, on aura des professions qui seront intégrées, qui seront réellement intégrées. Je pense que c'est que comme ça qu'on arrivera à avoir une prise en charge intégrée, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une société de l'information, on ne peut plus exercer chacun dans son coin, et c'est sans doute là aussi le corollaire de l'efficience. Après, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer. Le fait de garder une offre lisible, je pense que c'est extrêmement important à garder à l'esprit pour permettre aux patients de s'orienter efficacement et aussi de travailler sur la demande. Aujourd'hui, il y a sans doute, on a l'impression que parfois c'est un tabou que d'essayer de modeler la demande. Alors en faisant de la prévention, on modèle la demande de plus tard, mais on pourrait un petit peu plus l'étayer, la modeler, la réguler. Ça fait partie du soin de réguler la demande et pas au contraire d'aller dans la frénésie. Voilà, ça fait partie du soin d'apaiser les choses et essayer de faire ça de manière intelligente. Je pense que c'est un levier d'efficience pour l'avenir. Merci. Il y a des questions. Donc moi, la question, quand même, j'ai eu la chance de visiter quelques pays, quelques systèmes de santé en Europe. Les expériences sont toujours intéressantes. Est-ce que les médecins généralistes français, leur organisation, peuvent aller chercher ailleurs en Europe, puisque les enjeux sont quasiment les mêmes, même si les systèmes sont parfois un peu différents. Les enjeux sont les mêmes, complexification de l'activité, attractivité du métier, problématique d'efficience des soins. On l'a vu tout à l'heure avec la présentation de Caroline Bercher. Est-ce que vous êtes en mesure d'aller vous inspirer des organisations étrangères? Est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant? Oui, c'est extrêmement intéressant et on va dire que peut-être ceux qui font aujourd'hui le modèle qui attire le plus ce sont les modèles des pays nordiques au niveau médecine générale qui attirent voilà, aussi bien dans la formation initiale que dans la manière de réaliser. Après, il y a des notions culturelles où on peut sans doute pas plaquer ce qui se fait dans un pays tel quel sur un autre, dans un autre pays, mais il y a à s'inspirer de beaucoup d'éléments. Et puis, je pense qu'il y a à garder aussi de la souplesse. Voilà, il y a beaucoup d'idéalistes qui disent il y a juste ce modèle-là qui peut fonctionner, le paiement à l'acte c'est terminé, il faut passer au tout forfait, je ne sais quoi. Il y a beaucoup d'éléments où on est assez vite catégorique. Je pense qu'il faut qu'on garde de la souplesse, de l'agilité. On voit, je pense, dans l'avenir aussi un développement des exercices mixtes. Quand on parle et des activités mixtes, voilà, j'espère bien que la téléconsultation fera partie vraiment de manière mixée, intégrée de l'exercice de tous les médecins. Il n'y aura pas d'un côté les téléconsultants, de l'autre les médecins. Et puis pareil pour la problématique des soins non programmés. Est-ce qu'il y a besoin de sectoriser médecin traitant, médecin de centre non programmé, enfin qui fait du soin non programmé? Probablement qu'il y a, et entre la ville et l'hôpital, voilà, nécessité à développer ces exercices mixtes, je pense, et amener de la souplesse, permettre à chacun à la fois de trouver quelque chose qui lui correspond en tant que personne, mais aussi d'évoluer dans sa carrière. Les carrières sont plus monoblocs et il y a aussi besoin peut-être de pouvoir poser des étapes dans sa carrière avec des moments où on exerce dans tel secteur de telle manière, puis après on évolue dans un autre secteur. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Alors, j'ai une question de Amidou, mais je crois qu'il y a eu un problème dans sa question. Est-ce que vous voulez prendre la parole directement et poser votre question? Vous pouvez activer votre micro et poser votre question directement si vous le souhaitez. Bon, écoutez, en attendant que Amidou veuille bien reformuler sa question ou prendre le micro, j'ai une autre question. Partout, on constate un problème d'attractivité du métier de médecin généraliste ou même des professions de santé en général. C'est particulièrement vrai en France. Nous, chez Vivicry, on constate que la mixité d'exercice rend les choses plus supportables. En tout cas, c'est ce qu'on nous laisse avoir. Quel est ton avis sur la nécessité et les moyens de rendre attractif la carrière, et notamment en introduisant l'innovation telle que nous, on essaie de le faire? Je pense qu'il y a la question du sens qui sous-tend. On est un métier qui, de base, a du sens. Mais aujourd'hui, peut-être, il y
il y a le sentiment que les rémunérations peuvent être déconnectées un peu du sens qu'on vient rémunérer, voire même serrer la vis et essayer de… Je pense que il y a vraiment ce besoin de revaloriser ce qui a vraiment du sens et d'assouplir aussi bien l'installation, les modifications d'exercice. Et puis, il y a besoin aussi de nous permettre d'évoluer. Aujourd'hui, on se heurte quand même à beaucoup… il y a l'idée dans la société que le médecin généraliste doit déléguer pour pouvoir se soulager de ses activités, mais on a besoin aussi de respirer en tant que métier et d'évoluer et d'acquérir des nouvelles activités, que ce soit la téléconsultation, les nouveaux outils, et il y a besoin de l'encourager et de le reconnaître, ça. Et voilà, je pense que la question tout à l'heure sur le CNOM montre que il y a souvent des réticences, des craintes, peut-être des fantasmes. Voilà, c'est peut-être ça que ça peut traduire, la nécessité d'un cadre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. C'est juste, effectivement, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, aller n'importe où dans notre manière d'avancer. Il y a besoin de déterminer un fil rouge, de quelle manière on fait évoluer nos métiers de façon cohérente, mais il faut les faire évoluer. Si on essaye de se cramponner en se disant le médecin, c'est l'apanage du diagnostic et du traitement, on ne va pas aller bien loin, et même de la prévention. Et heureusement que l'ensemble des professions s'approprient, chacun à son niveau. Et la prévention, ce n'est pas l'apanage du médecin, il faut que chacun utilise sa position. Le diagnostic, souvent on ne pose pas des diagnostics étiologiques en médecine générale. Le pharmacien fait un diagnostic pharmaceutique, l'infirmier fait un diagnostic infirmier. Voilà. Donc on ne peut pas se cramponner sur des idées qui, je pense, aujourd'hui sont assez dépassées, que se dire la médecine, on reste sur le diagnostic, le traitement, on n'évolue pas. Il y a besoin de nous faire évoluer pour rester attractif et de dire il y a un projet pour la médecine générale. Peut-être que ça manque. Merci, Paul. J'ai une question qui est d'ailleurs assez en lien avec ce que vous venez de décrire, professeur Frappé. C'est dans une époque où les gens sont très mobiles, déménagent et se déplacent pour leur travail, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire évoluer le concept du médecin traitant? Alors, c'est une bonne question. Dans la prévention, il a été dit tout à l'heure, voilà, qu'est-ce qui avait prouvé son efficacité dans la prévention? Il y a quand même un élément très important dans la continuité des soins, une étude finlandaise, je crois, qui a démontré que plus il y avait ce suivi régulier avec le même médecin, ça avait un impact direct à la fois sur l'utilisation des services de soins, permanence des soins ambulatoires, out of hours, à la fois sur le fait qu'il y avait moins de recours aux urgences et il y avait moins de mortalité. Voilà, plus on avait une ancienneté de suivi avec son médecin. Je pense que c'est un levier qu'il ne faut pas ignorer et pas délaisser, parce qu'il est précieux aujourd'hui d'utiliser ce levier. Ça ne veut pas dire que c'est le tout médecin traitant. On est en train de revoir au Collège de médecine générale notre référentiel de médecine générale, et clairement il y aura une place pour les soins non programmés et pour la médecine non traitante. Il est important que tout fonctionne de manière cohérente, et c'est pas l'alpha et l'oméga, le médecin traitant. Mais pour autant, c'est quand même précieux sur certains aspects. Il y a besoin de médecins traitants. Le médecin non traitant est aussi précieux. J'ai fait des gardes de télémédecine. Il y a certains aspects que des patients sont incapables de pouvoir confier à leur médecin, parce que le médecin traitant connaît la famille, connaît des choses qui leur paraissent honteuses. Ils n'iront pas les confier, ou ils ont peur du jugement. Il y a besoin aussi d'avoir d'autres recours, pas seulement pour une problématique de réponse urgente, immédiate, mais aussi pour certaines problématiques de qualité des soins. Si on veut être efficace, voilà, le médecin traitant, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est très précieux, mais il y a besoin de aussi une autre offre en parallèle. Donc je pense que voilà, ça marche sur les deux pieds, le système de santé là-dessus. Une dernière question, qu'est-ce qui fait que demain, les médecins généralistes français et européens s'approprieront la télémédecine? Je pense que on pourra faire ce qu'on veut, ils se l'approprieront. Après, de quelle manière? Mais c'est comme l'Internet, le téléphone, voilà, c'est arrivé. On ne peut pas dire on l'ignore, on fait sans. C'est inutile. Comme l'intelligence artificielle, elle est là. Je pense que si on parle de métiers qui disparaissent, qui pourraient risquer de disparaître, c'est ceux qui n'intégreront pas l'IA. Voilà, donc ce sont des outils qu'il faut utiliser, essayer
d'utiliser, de trouver là où ils sont le plus pertinents, mais dans tous les cas, on pourra pas, enfin, et c'est une très bonne chose, il y a pas à être pour ou contre, c'est un fait maintenant, ça existe, ça se développe, ça prend, et voilà, le tout c'est que ça trouve la meilleure place possible, mais là, voilà, il n'y a pas à être pour ou contre. Merci beaucoup, Paul, pour ta présence et tes éclairages très précieux. Pour finir, docteur François Brureté, François qu'on connaît bien à Libye, puisqu'il est en charge de l'innovation à Libye France. Tu vas nous présenter un peu quelques exemples que nous, on a considérés comme utiles pour améliorer l'efficience des soins primaires et rendre tangible ce qui est possible. Je ne vais pas en dire plus, je te laisse commencer le propos et décrire. Ouais. Bonjour à tous. Alors, j'ai à peu près 10-15 minutes pour vous montrer, nous, ce qu'on considère comme étant des axes de développement digitaux, numériques pertinents pour améliorer l'efficience des soins qu'on propose. Rapidement, pour commencer et parler du contexte, on a d'un côté une équipe médicale que tout le monde connaît, hein, qui est constituée principalement de médecins généralistes. Hein, on en a plus de 600 aujourd'hui. Ça représente le principal de notre activité. On a la chance aussi d'avoir une centaine de spécialistes représentés principalement par des psychiatres, hein, aux côtés d'une dizaine de psychologues dans notre équipe. À savoir que ces médecins donc, sont inscrits à l'ordre français, répartis de manière assez diffuse sur le territoire de France métropolitaine et d'outre-mer. C'est des médecins qui exercent en secteur 1, hein, et donc qui ont des activités présentielles diverses. Hein. On a la chance d'avoir une communauté médicale très riche avec des pratiques et des compétences très variées sur lesquelles on peut s'appuyer et les valoriser. Autour de ça, ou au milieu, un petit peu au choix, on a une direction médicale d'environ 10 professionnels de santé, médecins et infirmiers, qualiticiens, hygiénistes, qui encadrent un petit peu cette équipe, l'accompagnent au quotidien pour assurer, on va dire, une certaine forme de qualité dans les pratiques. Donc ça, c'est d'un côté, on a l'offre, et de l'autre côté, la demande, nos patients. On a aujourd'hui des patients qui ont en moyenne entre 18 et 50 ans, avec aussi 30% de patients plus jeunes qui ont entre 0 et 18 ans. Principalement des femmes, on a 64%, une petite représentativité de femmes dans notre patientèle. Des chiffres importants qui ressortent de notre dernière étude, c'est que cette population donc de jeunes actifs est aussi plutôt socialement défavorisée, dans le sens où on a un taux de patients qui relèvent de la C2S, donc de la complémentaire santé solidaire, de 26%, ce qui est beaucoup plus important que dans la population générale. Pareil pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant. On a 38% de patients qui n'ont pas de médecin traitant, alors qu'on est à peu près à 10% dans la population générale. Et 39% d'entre eux donc, habitent dans un désert médical. Alors, on sait que bientôt toute la France sera considérée comme un désert médical, mais en tout cas, voilà, on a une surreprésentativité de ces personnes qui n'ont pas beaucoup d'accès aux soins. On peut aussi rappeler rapidement en 2 chiffres on l'a dit, hein, le passage aux urgences coûte cher, les niveaux de soins supérieurs coûtent cher. On se rend compte que grâce à des solutions innovantes d'accès aux soins en digital, on évite quand même un certain nombre de passages, hein, estimé à 29% sur l'étude qui a été faite en 2023. Et on peut aussi parler des 21% des patients qui auraient complètement renoncé à se faire soigner s'ils n'avaient pas eu, au moment où ils en avaient besoin, un accès à un avis médical. Pour parler un petit peu plus précisément des pathologies qu'on prend en charge dans notre activité, on a principalement des problématiques ORL et digestives, hein, sur le versant plutôt infectieux, ce qui nous oblige régulièrement à nous poser des questions en termes de prescription d'antibiotiques, de la lutte contre le développement d'antibiorésistance, sur la place du certificat, hein, de l'arrêt maladie. Sur une population d'actifs, on sait la charge que ça a sur le système de santé. Donc, c'est des problématiques qui sont quotidiennes, hein, et qui sont suivies de près
par la direction médicale. On l'a dit, la principale spécialité après la médecine générale, c'est la psychiatrie, hein. On le sait, hein, depuis la période Covid, on a vraiment une vague de problèmes de dépression, de stress. Donc, on a une activité de santé mentale assez importante qu'on est très content de pouvoir maintenir, hein. C'est vraiment des problématiques de santé publique aujourd'hui. Et ensuite, principalement, des problématiques d'infection urinaire, de santé de la femme, de santé sexuelle. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, chez Livy, on a identifié 5 axes principaux pour améliorer l'efficience des soins dans le système de santé. Ça passe par l'élaboration, le développement d'un modèle digiphysique nouveau, innovant, efficient, un encadrement de l'exercice qui est assez unique, hein, par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres types d'exercices, une mutualisation des ressources à la fois humaines et numériques, la promotion de parcours de prévention et on le verra à la fin, l'utilisation de données en santé. Alors, le numéro 1, c'est vraiment un petit peu la base de tout notre exercice, c'est le modèle digiphysique. C'est un petit peu notre signature actuellement et le principal axe de développement. On sait à quel point le digital rend service en termes d'accès aux soins, mais on sait aussi ses limites. Et on reconnaît évidemment l'importance d'avoir des centres de soins qui sont sur le territoire pour assurer la complémentarité entre le digital et le numérique. Alors, toute la question de ce réseau, de ce modèle, c'est le parcours de soins du patient. Comment il rentre dans le système, soit par des outils numériques comme l'application, le site internet, soit par directement des consultations en centre de santé. Actuellement, on en a 2 sur la région parisienne. C'est vraiment un objectif de développement aussi pour nous. Comment on le guide dans ce parcours, comment on évalue, comment on grade le soin, quel est le niveau de soin adapté à sa prise en charge. Le but ici, c'est de pouvoir adresser le patient vers le niveau de soin le plus adapté à son besoin. Donc, il y a tout un protocole de régulation, d'évaluation, d'éducation aussi pour que le patient puisse se retrouver, savoir à quel moment la téléconsultation est pertinente ou pas. Ah, la slide a sauté, je crois. Oui. Oh, mec, non, il y a un problème technique. Je vais revenir très rapidement sur la slide. J'en profite du coup pour vous dire que non seulement nous avons des psychiatres en spécialité, mais aussi des pédiatres et un certain nombre d'autres spécialités d'accès direct, comme aussi des dermatos, comme des gynécos, etc., etc. Voilà. C'est bon, c'est reparti. Alors, parti. Voilà, on le sait, la ressource médicale en ville présentielle est rare, précieuse, rapidement saturée. Donc, le but, c'est d'arriver à adresser les patients qui le nécessitent et qui présentent une problématique médicale compatible vers potentiellement de la téléconsultation ou des parcours de soins hybrides, physiques, distanciels, digiphysiques, on peut l'appeler comme on veut. Le but, c'est aussi, sur le deuxième cadre, de l'adresser vers des professionnels de santé qui sont formés pour ce type de pratique. La téléconsultation a explosé depuis le Covid, mais ça reste un exercice assez nouveau, dont les limites sont pas forcément claires pour tout le monde. Donc le but ici, c'est de pouvoir apporter à ces professionnels de santé qui viennent découvrir cet exercice un cadre de soins bien identifié pour assurer une qualité et une sécurité du soin adapté à la téléconsultation. Ça passe par des formations, depuis le recrutement tout au long de la vie du praticien dans cet exercice. Il y a des formations, à des outils innovants, un cadre de soins spécifique. Le but, c'est d'arriver à développer et à entretenir des compétences qui sont importantes pour l'exercice, en termes de connaissances sur l'aspect réglementaire, sur les nouvelles compétences médicales aussi qui peuvent être nécessaires. On parle beaucoup maintenant de télésémiologie. La relation aussi du médecin-patient à distance. On sait à quel point, pour obtenir et garder sur le long terme l'engagement du patient dans une démarche active, on a besoin d'avoir cette relation médecin-patient. Et on sait à quel point la distance et le numérique peuvent parfois déshumaniser les relations.
On a aussi un gros travail sur l'harmonisation des pratiques, sur la mise à jour des compétences, sur des cadres de qualité communs basés sur l'état actuel des connaissances. Le but, c'est d'arriver à avoir une certaine sobriété dans nos pratiques et de savoir justement éviter des soins inutiles ou redondants, faire la promotion de soins justes. Donc ça, c'est les deux premiers axes d'efficience. La troisième qui tombe un peu sous le sens, hein, c'est d'avoir des moyens humains et numériques innovants, efficaces. Alors, rapidement, hein, sur les outils qui ont été développés en interne pour atteindre cet objectif, on peut parler de notre interface de consultation, hein, qui vraiment apporte aux praticiens une facilité de mise en relation vidéo avec le patient, la production de médicaux et la gestion du dossier médical, hein, qui est partagée. On a aussi gagné, on va dire, beaucoup d'efficacité par la présence d'anamnèse, hein, et de questionnaires en ligne qui permet aux patients de renseigner un certain nombre d'informations en amont de la consultation, toujours dans le but de sauvegarder du temps médical utile. On a aussi optimisé toute la gestion des tâches administratives, hein. On l'a vu tout à l'heure, entre 5 et 6 heures de gestion administrative par semaine pour les médecins généralistes. Ça concerne les courriers, hein, qui sont adressés aux médecins traitants de manière automatique pour aussi garantir une certaine continuité des soins. On a des espaces de communication, d'échange, à la fois en direct et en asynchrone entre les professionnels pour pouvoir justement échanger autour de cas cliniques parfois complexes. C'est vraiment une chance de pouvoir bénéficier de tous les avis des professionnels de santé en temps réel. Et tous les travaux qui sont faits au quotidien pour assurer l'interopérabilité avec les services de l'État ou des partenaires qui nous accompagnent sur certains parcours de soins. Et les travaux sur tout ce qui touche à l'IA générative, hein, qui va vraiment, comme on l'a un peu abordé tout à l'heure, changer la place du médecin dans le parcours de soins. Là, ici, qui peut nous aider dans des tâches aussi sur le remplissage du dossier médical ou la détection de documents oubliés, ou parfois, et on y viendra sûrement, l'aide au diagnostic ou à la prise en charge dans un futur à moyen terme. Concernant le cadre opérationnel, là, c'est des choses qui recoupent pas mal ce qu'on retrouve aussi en hôpital ou en clinique, hein. C'est simplement les ressources humaines qui aident aux fonctions support autour du médecin, la gestion des plannings, de la file active des patients, l'accompagnement, le secrétariat, la gestion des biologies, les supports auprès des équipes médicales ou des patients qui aussi libèrent le médecin de ces tâches-là. La facturation qui est vraiment dédiée, hein, contrairement à une consultation où le médecin en ville doit gérer la facturation vitale, la facturation, la feuille de soins, etc., qui peuvent prendre du temps. Là, on a vraiment des équipes qui sont dédiées pour soulager les médecins, la gestion des événements indésirables et l'organisation de la formation continue aussi, où on essaye d'apporter régulièrement des éléments. On sait que c'est à peu près entre 2 et 4 heures par médecin en ville de gérer cette obligation de formation continue. En dernier, le soutien à la promotion de la qualité de vie au travail, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On sait que les médecins travaillent en moyenne 50-55 heures par semaine, que la grande majorité présente des signes de surmenage, du stress, des insomnies. Et on a vraiment à cœur d'assurer et de promouvoir ce confort de vie au travail assuré par un peu de télétravail, d'organisation dans l'exercice. On s'est rapproché aussi de SPS, hein, association qui gère la santé des professionnels de soins en travail. Tous ces éléments ont permis l'année dernière de gagner 1 minute 52 par consultation sans limiter le temps médical dédié. Alors ça peut paraître anodin, mais sur une échelle comme celle de Livy, c'est potentiellement 150 000 consultations de plus réalisées en un an sans temps médical supplémentaire et sans, comme je l'ai dit, rogner sur le temps de consultation. On voit un petit peu le détail du temps, comment il est décortiqué.
On a à peu près 52% du temps de meeting qui est dédié à l'entretien médical et le reste, c'est de la gestion de tâches ou du temps d'attente. Et le but ici, c'est vraiment de diminuer ce temps à gauche qui représente du temps perdu pour le médecin. En gros, en pratique, ça me permet, voilà, par rapport à une activité en ville, de gagner quasiment 2 consultations par heure et d'avoir un accès aux soins pour les patients bien plus facilité. Et les 2 derniers points, ce qui nous tient à cœur, donc on l'a vu, la prévention, on a la chance de pouvoir libérer du temps médical par une optimisation du temps de travail, ce qui nous permet de promouvoir des parcours de prévention. Alors sur des politiques, des priorités de santé publique bien connues, le surpoids et l'obésité. On sait qu'un patient sur 2 en France est en situation de surpoids, 18% en situation d'obésité, que ça représente plus de 10 milliards de coûts sur la sécurité sociale. Les problèmes cardiovasculaires, qui sont la 2e cause de mortalité après les cancers, on sait que 86% d'entre eux pourraient être évités par une hygiène de vie adaptée sur laquelle on peut intervenir en téléconsultation. Concernant la santé sexuelle, on a aussi à cœur de promouvoir la prévention et on a une activité de renouvellement de PrEP, de prophylaxie pré-exposition pour lutter contre l'épidémie de VIH. Et plus récemment, on a ouvert un accueil pour de l'information prévaccinale, parce qu'on sait qu'en France, on a quelques difficultés actuellement pour garantir un niveau de vaccination suffisant pour limiter des épidémies. Donc tous ces axes de prévention sont disponibles pour les patients sur une base de remboursement habituelle, donc sans avoir de frais supplémentaires à débourser. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir développer ce type de parcours pour soutenir un petit peu l'effort commun. Et en dernier, alors c'est l'utilisation des données en santé. Ça, c'est un vrai challenge pour tout le monde, pas que pour l'IVI. C'est comment récupérer, stocker, partager, sécuriser des données en santé. On sait à quel point leur analyse permet d'améliorer. Ouais, bon, c'est la fin. Permet de vraiment mettre en évidence des tendances, d'évaluer des pratiques pour les adapter, savoir un petit peu ce qui marche pas dans certains systèmes, de mettre en place des politiques préventives ciblées. On sait la place de l'IA dans la révolution des outils de santé et sur notamment la place de l'IA dans la recherche et tout ce que ça va pouvoir apporter. Alors ça, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures. C'était important de le citer ici, mais on va pas aller plus loin. Merci beaucoup, François. Je précise que ce modèle que tu as décrit, le modèle distanciel et présentiel intégré, DigiPhysique, certains disent distanciel présentiel, peut-être est le mot le plus adapté en français, est la base du modèle développé par Kridivi qui est arrivé à maturité en Suède. Et j'en profite pour le dire parce que en France, on a 2 centres de santé et on a une activité de téléconsultation. En Suède, il y a énormément de centres de santé, plusieurs dizaines, même 60, et une activité de téléconsultation qui est intégrée à la prise en charge globale des patients. Tout à l'heure, à 14h30, nous allons avoir un webinaire animé par Joachim Rotzlung sur justement la prise en charge pédiatrique, donc des enfants par les médecins généralistes et par les pédiatres dans le cadre de ce parcours DigiPhysique qui va être passionnant pour illustrer dans le système mature du modèle CRI-Livy ce que ça signifie dans les types de prise en charge pour les enfants. Et ça c'est extrêmement intéressant de toucher du doigt cet exemple-là. Et c'est un modèle qui aussi a vocation à se développer en France, au UK et en Norvège. C'est un forum européen, je le dis, parce qu'à travers cet exemple et nos préoccupations françaises, c'est des préoccupations européennes, comme nous l'a montré Caroline Bercher en début d'entretien. Donc moi, j'ai une première question avant que le chat éventuellement nous délivre quelques questions. C'est François, toi tu es médecin généraliste aussi en ville, puisque tu exerces en ville. Ça fait quelques années, 2-3 années que tu es à Lévis. Qu'est-ce que ça t'a apporté de trouver dans l'exercice de la téléconsultation tel que tu
tu l'as réalisé à Livy, en tout cas dans ce type d'environnement par rapport à ta médecine, à la médecine traditionnelle du cabinet. Quel retour d'expérience tu as? Bah, je pense que l'élément le plus marquant au début, c'est d'avoir cet équilibre de vie, hein. On l'a abordé tout à l'heure, de multiplier un petit peu ces activités permet de garder une certaine vision un peu plus globale. C'est ça la première chose qui me vient en tête. Après, plus récemment, c'est plutôt des problématiques un peu de santé publique, de promotion, de soins digital. Il y a beaucoup de problématiques qui me touchent aujourd'hui, qui ne m'auraient pas touché simplement si j'étais dans mon cabinet seul à faire mes soins. Ça permet d'avoir une vision un peu plus précise du système de santé tel qu'il fonctionne. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est immense, hein. Je pense qu'on a à peine gratté la surface, mais ça permet d'être dans des problématiques, des questionnements, des actions un petit peu plus, comment dire, avec des initiatives, un peu plus de place à l'initiative que justement de subir un petit peu les politiques publiques qui nous tombent dessus. On l'a vu sur la Convention, sur beaucoup de choses sur lesquelles finalement il y a une certaine forme de déconnexion entre l'exercice du médecin en ville dans son cabinet et tout ce qu'on va lui imposer comme référentiel, comme contrainte selon la législation, la gouvernance. Donc d'avoir un petit peu ce pied dans ces réflexions-là de promotion de nouveaux parcours innovants, de nouvelles façons d'exercer, je trouve que c'est assez stimulant. Merci. Des questions? Une question dans le chat qui s'adresse, en fait, je pense un peu à l'ensemble des participants. Donc, on a beaucoup parlé des leviers pour mettre en place, je dirais, ces différents gains d'efficience. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une sorte d'angle mort dans la formation des professionnels de santé? On n'apprend pas à un médecin à bien gérer son cabinet, à potentiellement aussi, je dirais, être capable d'optimiser sa gestion administrative. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait mettre en place assez rapidement pour que l'ensemble du système puisse gagner en efficience? Paul? Je veux bien. François? Il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, je pense que c'est normal que ça prenne du temps à infuser la formation. La formation, elle reflète les pratiques, donc il faut le temps que ceux qui sont maîtres de stage, qui sont modifient leurs pratiques, que la maîtrise de stage arrive ça s'empare des nouvelles pratiques pour que ça infuse déjà au niveau de l'université de cette manière-là. Et c'est normal que ça soit dans ce sens-là. L'université peut avoir essayer de stimuler, d'innover, mais elle est quand même limitée, elle doit quand même former à l'exercice réel tel qu'il est. Donc, si elle a une idée qui est trop désincarnée de la réalité du terrain, elle va rater sa mission. Donc, voilà, il y a quand même cette inertie qui est un impondérable. Après, par rapport à la gestion administrative, si vous mettez en place une journée installation, on l'a fait à Saint-Étienne, hein, de formation à l'installation, ça intéresse aller sur une promo 5 internes qui vont venir et qui vont suivre. Si c'est obligatoire, tous les autres vont jouer aux cartes et vont s'amuser parce que ça ne correspond pas à leur projet, soit leur projet professionnel tel quel, soit dans leur projet immédiat. Et ils n'ont pas envie de commencer ils ne s'intéressent pas à l'administratif si c'est à un horizon qui est trop lointain. Donc, tout l'enjeu, c'est de délivrer cette formation au bon moment pour que vraiment les personnes l'intègrent. Donc, il faut quand même des journées de formation à l'organisation des cabinets. On essaye de délivrer ça dans les facultés, mais ça reste quand même assez limité. Ça doit, je pense, être optionnel pour permettre à ceux qui sont intéressés d'obtenir cette information. Mais il y a quand même une part non négligeable aujourd'hui des généralistes, des diplômés de médecine générale qui vont faire autre chose que de la médecine générale et que ça n'intéresse pas ou qui ne pensent pas à s'installer dans les 5 ans qui suivent. Donc, ils se disent, je ne vais pas apprendre toutes les arcanes de la comptabilité, de la gestion maintenant. Merci. François, vous voulez intervenir sur cette question? Non, je suis assez d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Je vois que l'heure tourne, il va être le temps de conclure. Écoutez, déjà, je voudrais remercier, Caroline n'est plus là, mais les remerciements ont été faits. Remercier Paul pour sa présence, remercier François aussi. Je pense que ces échanges ont permis de donner à voir un peu quels sont les enjeux de l'efficience et comment on peut y répondre. La soutenabilité des systèmes de santé, notamment, passe par l'efficience en soins primaires. Partout dans les pays d'Europe, on l'a vu. Nous, chez Livy-CRI,
on a une forme de réponse pour y contribuer ardemment parce que les pays d'Europe sont tous confrontés peu ou prou à la même chose. Nous sommes ici pour essayer d'amener notre pierre à l'édifice avec d'autres, avec d'autres solutions, j'entends. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet pédiatrique à 14h30. C'est toujours sur le même lien. C'est donc Dr Joachim Rotzlung qui animera cette conférence avec deux expériences et deux confrères et consoeurs suédoises qui vont nous expliquer comment ils prennent en charge les enfants en digital et dans les cadres de filière digiphysique, distanciel, présentiel en Suède. C'est sur le même lien, ça sera traduit en français pour ceux qui veulent rester. Entre-temps, on a une petite demi-heure pour se restaurer, pour ceux qui ont besoin de se restaurer ou de faire une pause. Et on se retrouve d'ici 14h30 sur le même lien, comme on l'a évoqué. Et je remercie tout le monde pour leur présence en ces temps de déjeuner. En tout cas, on sait qu'en France, le déjeuner, c'est important. Donc, merci d'avoir pris sur ce temps-là. Bonne journée pour ceux qui nous quittent et à très bientôt. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.